Notre protagoniste a été transmigré du monde moderne au Moyen Âge, se retrouvant dans le corps d'un noble marginalisé, comme dans les romans. Malheureusement, il n'avait ni pouvoir magique ni système. Au lieu de cela, il a utilisé ses connaissances de la science moderne pour acquérir une force physique immense, mais il a fait face à un problème simple. Chaque arme se brise dans ses mains. Comment notre héros réalisera-t-il son rêve dans ce monde, et sera-t-il capable de contrôler son pouvoir écrasant? C'est ce que nous découvrirons dans notre histoire. L'histoire commence dans un monde dur où le sang des faibles est versé pour que les forts boivent et où la nature sauvage impose ses lois strictes à tous. Au milieu de cet environnement hostile, Johan guettait sa proie dans le fourré pendant que son compagnon lui chuchotait la nécessité de rester calme et de se souvenir des leçons qu'il avait apprises, pointant du doigt un gibier sans méfiance broutant à proximité. Lorsque le moment décisif est arrivé et que l'ordre de décocher la flèche a été donné, le tir est parti largement et a fait un bruit qui a effrayé l'animal, le faisant fuir, ce qui a déclenché la frustration de l'instructeur qui a crié son nom dans un désespoir mêlé de colère. L'homme a sévèrement grondé son élève pour ne pas avoir réussi à attraper la proie et avoir cassé l'arc à la place pendant qu'il essayait de sauver la situation avec un rire nerveux, affirmant que l'arc s'était cassé trop facilement, peut-être à cause de son âge. Cependant, cette excuse n'a pas été acceptée par l'instructeur qui bouillonnait de colère et de regret, affirmant qu'il avait acheté cet arc, qu'il avait nommé Angela, il y a à peine une semaine. L'instructeur s'est abandonné au désespoir, notant qu'il avait su dès le premier instant que le désir du jeune homme d'apprendre la chasse était sans but réel, s'interrogeant sur le motif qui pousse un membre de la noblesse à insister pour se lancer dans la chasse et suggérant qu'il apprenne l'escrime comme une alternative plus adaptée à son statut social. Johan répondit de manière réaliste que l'habileté et l'escrime ne rapportent pas d'argent tant que son utilisateur n'est pas embauché, puis coupa soudainement son discours pour suggérer de déménager dans un autre endroit à la recherche d'argent, qu'il considère comme le seul moyen de survivre dans ce monde qu'il décrit comme corrompu. La vérité est que ce jeune homme est Johan Etz, initialement nommé Kim Johan, et il s'est réincarné dans ce monde après sa mort dans un accident soudain. Bien qu'il soit noble, sa situation était épineuse. Il se situe au bas de la hiérarchie de sa famille sans aucun espoir d'hériter d'un nom ou d'une richesse. Au contraire, son ambition suprême est de survivre sans être dépouillé de ses vêtements et expulsé lors des luttes de pouvoir de ses frères et sœurs. Mais le plus gros problème les guettait à ce moment-là alors que son compagnon l'arrêtait soudainement avec des traits revêtus d'anxiété, pointant en panique une meute de loups sauvages dévorant des cadavres dans l'obscurité. Soudain, Johan tire une flèche sur les loups, mais le problème est que la flèche n'a touché aucun d'eux, mais a plutôt fait remarquer aux loups leur emplacement. Dans une scène reflétant la cruauté de la réalité, il réalisa que ce monde dans lequel il s'était réincarné se caractérisait par le réalisme du Moyen-Âge avec tous ses détails et sa brutalité excessive où les morts ne trouvent aucun repos même après leur disparition. Alors qu'il se demandait si ces corps appartenaient à des habitants de leur village au milieu d'un état d'incertitude, son compagnon lui dit quelque chose qui cimente une seule conviction en lui qui n'accepte aucun doute, que les faibles dans ce monde ne sont que des proies pour les forts. Johan serra fermement sa dragonne, déterminé à ne pas être une proie en cette époque et certain de son besoin désespéré d'argent. Au début de son arrivée, il souhaitait posséder des super-pouvoirs ou une fenêtre de statut comme les héros des histoires. Mais quand il a réalisé que ce monde était dépourvu de telles fantaisies, il a complètement changé son objectif vers l'accumulation de richesses. L'argent est sa clé pour quitter cette province et faire ce qui lui plaît, que ce soit devenir un marchand ou un agriculteur libre. Il a donc décidé avec un empressement évident de collecter chaque pièce sur laquelle sa main tombe, quel qu'en soit le prix. Alors que ses yeux brillaient d'une passion pour l'argent, son compagnon l'appela pour lui montrer une plante qu'il avait trouvée, expliquant que c'était de l'herbe du petit diable, une herbe rare excellente pour arrêter les saignements et augmenter la vigilance. Alors que le chasseur se vantait de sa vaste connaissance des herbes, il l'interrompit avec une seule question trahissant ses priorités matérielles, disant que cela devait être cher. Johan ramassa la plante joyeusement et la plaça dans son carquois comme s'il s'agissait d'argent. Le compagnon remarqua quelque chose sur le sol, alors il le ramassa et lui demanda si ce paquet d'herbes lui appartenait. Il en nia la propriété, ce qui suscita l'étonnement du compagnon, qui affirma que personne n'osait s'aventurer aussi profondément dans la forêt à part eux. Concluant sous le choc que quelqu'un d'autre était là, leur confusion fut interrompue par un cri terrifiant perçant le silence de la forêt, figeant le compagnon sur place à cause de la gravité du choc. Les deux se précipitèrent vers la source du son pour trouver une scène horrible où un enfant criait à l'aide tout en s'accrochant à une branche d'arbre entourée d'une meute de loups affamés de tous côtés. Les cris de la fillette terrifiée s'élevèrent demandant d'être sauvée de cette situation désespérée. Le compagnon Joseph reconnut la fille expliquant qu'elle était Dal, la fille de Robert, et se demanda avec étonnement pourquoi une enfant se trouvait dans cet endroit dangereux. Face à un grand nombre de loups, la terreur s'empara de lui. Il suggéra donc à son maître de se retirer immédiatement et d'appeler des renforts en raison de leur incapacité à faire face à ce nombre par leurs propres moyens. Mais Johan n'écouta pas l'avertissement et se précipita rapidement vers le danger, ce qui choqua son compagnon. Joseph essaya de l'arrêter, l'avertissant qu'il ne s'agissait pas de loups ordinaires mais de monstres mangeurs d'hommes, mais il le rassura et lui ordonna de sauver Dal pendant qu'il se chargeait de distraire la meute.
Le compagnon fut stupéfait par ce comportement, incapable de croire qu'un noble se sacrifierait comme appât pour sauver une fille du peuple. Mais la vérité était tout autre car il s'en voulait de ne pas avoir appris à chasser plus vite, ayant découvert que cet endroit n'était rien d'autre qu'une mine d'or. Johann commença à compter les loups dont le nombre dépassait 10. Au lieu de la peur, il calculait les énormes profits qu'il retirerait de la vente de leur fourrure. Il se préparait à l'affrontement avec enthousiasme, appelant ses sources de revenus, ce qui fit que Joseph le regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui se passait. Le jeune homme bougeait avec une agilité incroyable, mais il tenait l'épée d'une manière étrange. Les loups se sont précipités vers lui rapidement comme une meute. Il fut surpris par la vitesse du mouvement du loup et utilisa son épée pour bloquer son attaque. Le loup utilisa sa puissante morsure et brisa l'épée avec une facilité totale, ce qui choqua Johann. Alors qu'il était distrait, un autre loup s'approcha et dirigea une morsure mortelle vers son cou, et Joseph cria le nom de son maître, incapable de croire ce qui s'était passé. Pendant ce temps, à l'intérieur des frontières du territoire d'Etz, dans le village de Baltredan, le cortège d'inspection de la famille Etz se déplaçait parmi les villageois misérables qui s'inclinaient de peur. Madame Etz exprima son profond dégoût pour la mauvaise odeur tout en se couvrant le nez. Elle était suivie par le fils aîné, Philippe, montant son cheval, mené par le dirigeant du territoire, Gessenet, qui maudissait cette campagne misérable et son odeur fétide habituelle. Philippe approcha son père en s'excusant, l'informant que Johann était introuvable, exprimant sa désapprobation de son audace d'être absent du cortège d'inspection, puis proposa malicieusement d'envoyer des soldats à la recherche de ce morveux. Le dirigeant ordonna à son fils aîné d'un ton dur de l'oublier et d'arrêter de chercher cet idiot, ajoutant avec une claire indifférence alors qu'il se balançait à cause de l'ivresse que sa mort quelque part, comme sa misérable mère, ne signifiait rien pour lui. Alors que le cortège était sur le point d'entrer dans le village, un grand tas de foin empilé à l'entrée arrêta le dirigeant, alors il demanda avec désapprobation la raison de son existence. Les villageois se précipitèrent pour s'excuser et expliquèrent qu'ils avaient placé le foin pour couvrir les traces de l'entraînement de Johann, qui était laid pour le site, provoquant la moquerie du dirigeant qui se moquait de l'idée d'un insecte pathétique comme lui qui s'entraînait. Mais cette moquerie disparut soudainement et fut remplacée par un choc qui noua la langue du dirigeant lorsqu'il vit derrière le tas de foin une profonde indentation dans les arbres résultant de coups de poing écrasantes, le faisant s'émerveiller de ce qu'il voyait. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forêt, la scène revient à Johann où il réussit à bloquer la morsure du loup avec sa main avant qu'elle ne frappe son cou, et le loup fut surpris de ne pas pouvoir pénétrer sa peau tout comme il réussit à briser son épée. Il réalisa que se battre avec une épée ne convenait pas à son style, alors il jeta son arme et renversa l'un des loups sur le côté. Décidant de se battre à sa manière et d'affronter la meute de loups, qu'il nomma source de revenus, avec ses poings nus. Johann croyait pleinement au principe de la survie du plus fort et que l'argent était son seul moyen d'éviter d'être une proie. Pour acquérir cet argent, il avait besoin d'une chose, une puissance écrasante, lui permettant de dépasser les limites humaines. Joseph est choqué quand il le voit éliminer un loup avec un seul coup de poing, se jetant sur eux avec acharnement et les éliminant un par un. Il écrasa le dernier loup avec un coup retentissant qui le transforma en un cadavre sans vie, dans une scène qui fit trembler son compagnon d'incrédulité devant une telle puissance. Alors qu'il se retournait froidement en demandant la valeur monétaire de cette prime, cette puissance ne venait de nulle part. Johann avait réalisé dès son enfance que la vie dans ce monde n'était pas facile, ayant souffert du harcèlement de ses frères qui le surpassaient dans la hiérarchie familiale et qui n'hésitaient pas à le battre et à l'appeler le fils illégitime qui n'a pas de mère. Avec les menaces et les coups continus, il comprit la cruauté de ce monde et devint certain que même s'il était battu à mort, personne ne se soucierait de lui, et que la seule personne sur laquelle il pouvait compter était lui-même. Il se demanda ce dont il avait besoin pour survivre dans un monde du Moyen-Âge, et heureusement, il possédait un avantage sur les gens de cette époque. Ses connaissances modernes acquises dans sa vie antérieure d'étudiant, où son esprit regorgeait d'informations inimaginables pour les habitants de ce monde. Il décida d'utiliser la science du sport et l'entraînement de haute intensité pour construire son physique. Et malgré l'étonnement de ceux qui l'entouraient face à sa consommation d'aliments qu'il considérait comme des restes comme l'avoine et le chou, il les considérait comme des super-aliments idéaux pour construire un régime alimentaire équilibré qui lui donne la force qu'il recherchait. Il établit un régime d'entraînement strict basé sur la science du sport moderne combiné à des arts de combat rapprochés pratiques, et ainsi les résultats de son entraînement continu s'accumulèrent. Après plusieurs années à persister avec le même régime d'entraînement, son corps montra une puissance écrasante qui augmentait à chaque séance d'entraînement alors qu'il commençait à se sentir rafraîchi et énergique au lieu de l'épuisement. Au fil du temps, la question restait en suspens de savoir si cette puissance était une bénédiction divine ou juste un nouveau test. Revenant sur le champ de bataille, Johann se tenait en essuyant sa sueur en disant que c'était les derniers des loups. Pendant ce temps, le compagnon Joseph vérifia l'état de l'enfant d'Al et confirma sa sécurité, alors elle se jeta en pleurant sur ses genoux en appelant oncle Joseph. Le compagnon réprimanda sévèrement son maître, le décrivant comme imprudent pour ne pas avoir réalisé le danger de ce qu'il avait fait. Mais il exprima bientôt sa profonde émotion face à un noble se tenant devant une bête sauvage sans hésitation pour sauver une fille ordinaire,
offrant ses profonds remerciements au nom des villageois. Alors que Joseph parlait sérieusement, Johann était dans son propre monde en train de calculer ses profits, se demandant quel loup se vendrait au prix le plus élevé, ce qui fit que son compagnon lui demanda avec étonnement ce qu'il disait, ce à quoi il répondit brièvement que ce n'était rien. Il se tourna vers Dal et lui demanda comment elle allait, et elle confirma avec reconnaissance qu'elle allait bien grâce à lui. Soudain, la fille frissonna de terreur alors qu'une aura rouge terrifiante apparaissait derrière eux accompagnée d'une immense pression, ce qui fit que tout le monde se tourna vers la source. Un loup géant apparut avec des yeux rouges brillants et un corps énorme, semant la panique dans le cœur de Joseph, qui cria que c'était un vrai monstre nécessitant une armée entière pour l'affronter, exigeant qu'il fût immédiatement. Mais Johann réalisa alors que ce monde contenait de vrais monstres et n'était pas seulement un monde du Moyen-Âge, alors il sourit avec confiance et demanda à la bête s'il était le chef de la meute. Puis il s'est excusé sarcastiquement d'avoir tué les disciples du monstre, notant que la fourrure de loup se vend à un prix élevé. Il sentait que le monstre le considérait comme une proie alors qu'il grognait, prêt à bondir. Le monstre a bondi férocement vers lui, mais cela n'a rien changé dans l'équation pour lui car il a évité la morsure du monstre avec habileté, affirmant que quoi que ce soit, sa peau se vendrait à un prix bien plus élevé que le reste. Il a dirigé un coup puissant vers l'œil du monstre, le faisant chanceler légèrement sous la force du coup, mais il s'est vite stabilisé et l'a regardé avec colère. Cependant, Johann a crié de colère parce qu'il avait égratigné la peau par erreur, ce qui signifiait une diminution de son prix sur le marché. Le monstre grogna de douleur et d'humiliation, puis laissa échapper un puissant hurlement. Le jeune homme utilisa ses mains pour se boucher les oreilles. Soudain, il sentit une étrange sensation le traverser et ses traits changèrent alors qu'une vision d'un violent affrontement d'épées au milieu de flammes brûlantes apparut devant lui. Et quand la tête de quelqu'un est coupée dans le rêve, il se réveille brusquement. Criant de choc, il s'assit par terre en haletant fortement, rempli de confusion et d'étonnement face à ce qui venait de se passer, se demandant quel était le sort de ce monstre terrifiant. Réalisant quelques instants après avoir regardé autour de lui que le monstre avait complètement disparu de l'endroit, il vérifia son compagnon et l'enfant, les trouvant dans un sommeil profond, et poussa un soupir de soulagement que tout le monde soit en sécurité. Il porta son compagnon et l'enfant sur son dos, décidant de revenir rapidement avant que d'autres monstres n'apparaissent, admettant à lui-même qu'il ignorait complètement la nature de ce qui s'était passé. En quittant l'endroit, il ne pouvait pas cacher son regret en regardant les cadavres de loups qu'il laissait derrière lui, souhaitant pouvoir emporter ses précieuses fourrures avec lui. Mais il s'est rendu à la réalité, réalisant son impuissance dans cette situation, se disant qu'il devait emprunter une charrette la prochaine fois. En approchant du village, il remarqua que les lumières étaient encore allumées, se demandant si les villageois étaient toujours à la recherche de l'enfant disparu. Ici, son imagination a commencé à travailler, pensant que même s'il avait sauvé l'enfant sans planification préalable, cela pourrait être l'occasion de gagner des points supplémentaires auprès de son père. Imaginant un scénario de rêve où son père exprime son admiration pour sa défaite de la meute de loups et le nomme son successeur. Mais il s'est rapidement moqué de lui-même, bannissant cette idée impossible, se contentant de l'espoir d'être nommé au moins à la garde, ce qui lui garantirait de ne pas s'inquiéter de la nourriture à l'avenir. Son train de pensée fut interrompu soudainement par la lumière vive d'une torche et le bruit de mouvements suspects, se retrouvant choqué devant un groupe de chevaliers armés menés par Philippe qui lui cria dessus avec une colère accablante, l'appelant par son nom complet et condamnant sa disparition et son audace d'être absent le jour important de l'inspection. La nouvelle lui tomba dessus comme un coup de foudre alors qu'il se souvenait soudain que c'était aujourd'hui la date de l'inspection. Réalisant qu'il était dans une véritable situation difficile, surtout lorsque son père le décrivait comme un enfant insolent, il posa son compagnon et s'agenouilla, balbutiant en parlant à son père, essayant de justifier son absence en disant qu'il avait des circonstances inévitables. Mais le père l'interrompit brusquement, lui ordonnant de se taire, et leva sa hache massive menaçant de fracasser sa tête insolente pour avoir osé l'ignorer. Dans ces moments, Johann maudissait sa chance intérieurement, contrarié d'avoir à entendre ces mots insultants après avoir miraculeusement échappé à la mort, regrettant la perte des fourrures de loup et décrivant sa vie difficile. Mais au milieu de ce désespoir, une idée lui traversa l'esprit, et il décida qu'il pouvait transformer ce désastre en une opportunité à son avantage. Il décida de recourir à une flatterie absolue, criant à son père qu'il n'avait pas manqué l'inspection exprès, mais qu'il était en retard parce qu'il était occupé à sauver des gens dans la forêt. Pendant ce temps, l'un des hommes du cortège reconnut sa fille Dal allongée sur le sol, alors il cria son nom, louant Dieu pour sa sécurité après une longue recherche, et la serra dans ses bras avec des larmes coulant de ses yeux, exprimant son bonheur accablant de sa survie. Il saisit immédiatement l'occasion, pointant habilement la scène et s'adressant à tout le monde d'une voix forte, expliquant que Dal était piégé par une meute de loups mangeurs d'hommes dans la forêt et qu'il s'était battu pour sauver l'enfant et avait réussi à vaincre les loups. Des murmures d'étonnement s'élevèrent parmi les villageois tandis qu'il terminait son discours dramatique affirmant que même s'il n'avait pas pu assister à l'inspection, il croyait avoir fait son devoir en tant que fils d'une noble famille de chevaliers. Il s'inclina avec un profond respect, demandant pardon à son père cette fois seulement, lui promettant de continuer à faire de son mieux pour assurer la sécurité du territoire, puis ajouta d'une voix faible d'un ton avide,
souhaitant que son père lui accorde également le poste de capitaine de la garde, ce qui provoqua la colère de Philippe qui marmonna avec colère. Johann se félicita intérieurement de cette parfaite démonstration de relations publiques, s'assurant que s'il était l'intervieweur, il s'embaucherait immédiatement. Le père éclata de rire en demandant si cela s'était vraiment passé. « Oh, cher futur capitaine de la garde !» Mais il devint bientôt sérieux et suspicieux en demandant où se trouvaient les cadavres de ses prétendus loups, affirmant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il croit sans preuve. Johann paniqua intérieurement, criant à la défense de son honnêteté, affirmant qu'il avait même affronté le grand loup noir. Mais son père l'interrompit avec un cri retentissant rempli de colère lui ordonnant de se taire complètement. Le père entra dans une rage accusant son fils de mentir, menaçant de lui arracher la bouche s'il ne se taisait pas. Mais Johann ne recula pas. Au contraire, il défia son père froidement, lui demandant s'il voulait un duel, montrant sa pleine volonté de prouver ses compétences. Malgré sa haine pour son père, il hésitait à le combattre, mais la situation ne lui laissait d'autre choix que la confrontation. Le père accepta le défi avec un sourire féroce, annonçant son désir de voir l'étendue des véritables compétences de son fils. Le père ordonna à son fils de lever son épée, affirmant que le duel se ferait uniquement avec des armes, ce qui provoqua sa colère, maudissant son père en secret, se rappelant que personne ne lui avait appris à utiliser une arme. Lorsque l'ordre de tirer l'épée retentit, il fut confus en regardant son épée cassée, réalisant les chances inégales. Son père le maudit, le méprisant, et ordonna à son fils aîné de prêter son épée à son frère, ce que Philippe accepta nerveusement. En lui tendant l'épée, Philippe lui chuchota de demander pardon maintenant avant qu'il ne soit trop tard, car c'était sa seule chance de survie. Mais il rejeta ce conseil, pensant qu'il n'avait pas fauté, affirmant qu'un vrai homme ne fuit pas. Il demanda à son frère de s'écarter et de saisir l'épée, espérant apprendre quelque chose de ce duel. Le père ricana, trouvant cela mieux, tandis que Johann se disait que montrer ses compétences était le seul moyen de gagner la reconnaissance de son père et résolu de prouver sa valeur. Soudain, le père sentit quelque chose d'étrange. Alors qu'une aura rouge sauvage apparut devant lui, entourant son fils, le père bondit rapidement avec une force immense pour attaquer. Mais l'épée de Johann se brisa facilement sous la force du choc, et il reçut les fragments de l'épée avec grande difficulté, ce qui le fit saigner et souffrir, tandis que son père était indemne grâce à son armure. Le père continua son attaque en traitant son fils de parasite. Criant avec colère qu'il osait l'insulter, les villageois réalisèrent avec horreur que le seigneur était tout à fait sérieux dans son combat et avait réellement l'intention de tuer son fils. Pendant son attaque, le père révéla la raison pour laquelle il n'avait pas enseigné l'épée à Johann, expliquant qu'il resterait une bonne à rien de toute façon, confirmant avec des coups violents qu'il ne le surpasserait jamais, peu importe ses efforts. Le père cria follement, déclarant que le territoire lui appartenait à lui seul, et que personne, pas même l'empereur, n'avait le droit de le lui prendre. Johann se demanda avec stupéfaction si son père avait perdu la tête à cause de l'alcool. Alors qu'un saignement abondant obscurcissait sa vision, Philippe cria le nom de son frère en guise d'avertissement, et le père porta un coup écrasant. Le fils tenta de bloquer l'attaque, mais la force du coup était écrasante et pénétra sa défense, le forçant à admettre sa défaite à cet instant. Il tomba à genoux, épuisé, tandis que son père se tenait au-dessus de lui, froidement, lui ordonnant de bien connaître sa valeur et sa place, puis lui adressa une menace terrifiante, s'il le revoyait, il lui fracasserait la tête sans pitié. Le père quitta les lieux, laissant son fils brisé, et ce silence ne fut rompu que par la voix d'un des villageois l'appelant maître Johann. Plus tard, le prêtre Valbert apparut, furieux de la colère face au comportement du seigneur Gessen, le qualifiant d'injuste. Et malgré l'avertissement de Johann que quelqu'un pourrait les entendre, Valbert s'en fichait, invoquant son immunité en tant qu'envoyé du Vatican. Le prêtre continua ses plaintes tout en soignant ses blessures, affirmant qu'un chevalier devait posséder de l'honneur et condamnant fermement le traitement cruel du père envers son fils. Johann essaya de calmer la situation avec un sourire fatigué, disant qu'il allait bien et que le plus important était de rester en vie. Mais le prêtre souligna l'absurdité de la situation où le père portait une armure complète pour défier son fils non armé, ce à quoi il répondit avec un rire sarcastique que son père avait peut-être perdu la tête à cause d'une consommation excessive d'alcool. Johann était assis face à son amère réalité, réalisant son impuissance totale pour ne pas avoir appris les arts de l'épée auparavant. Le prêtre essaya de le consoler en expliquant que la perte était logique compte tenu de l'expérience de combat du seigneur et des techniques familiales qu'il avait héritées. Pour illustrer la différence de puissance, le prêtre mentionna que Sir Brie et le fief voisin avaient réussi à tuer 300 soldats d'infanterie à eux seuls, ce qui frappa le jeune homme d'étonnement devant la puissance des chevaliers. Il réalisa alors l'importance des techniques de combat, admettant qu'il était devenu arrogant après avoir vaincu le loup et pensait pouvoir vaincre son père ivre. Soudain, le prêtre demanda sérieusement s'il avait vraiment vu un loup noir dans la forêt. Johann le confirma, notant que Joseph et Dal l'avaient vu aussi. Surpris par la réaction du prêtre, la panique apparut sur son visage alors qu'il murmurait des prières religieuses, augmentant sa confusion. Le prêtre ouvrit un vieux livre pour expliquer que les loups noirs étaient considérés comme tabous depuis les temps anciens, où les prêtres les appelaient le signe avant-coureur de la mort.
Le prêtre expliqua que, selon des histoires remontant à des siècles, l'apparition de loups noirs apporte la mort et le sang. Bien que Johann ait affirmé ne pas croire aux superstitions, il se demanda si le loup était un présage pour son duel avec son père, ce que le prêtre admit être une probabilité. Mais le prêtre changea rapidement de ton pour le rassurer, affirmant avec un sourire qu'il ne s'agissait que de vieilles histoires sans qu'il soit nécessaire de s'inquiéter. Il ajouta que le Seigneur pourrait l'aider parce que c'est une personne aimable qui préfère les autres à lui-même, ce que le jeune homme nia en secret, admettant que son seul motif était l'argent. Pendant ce temps, près du territoire d'Heth, plus précisément dans la baronnie des Bries, un horrible massacre avait lieu où des cris d'aide et des supplications s'élevaient. Les assaillants ne montraient aucune pitié envers qui que ce soit. Des corps et du sang étaient éparpillés partout, et un silence désolé régnait sur les corps des victimes. Les assaillants se demandaient sarcastiquement pourquoi les victimes essayaient de fuir alors que leur destin était de toute façon la mort. Les assaillants commentèrent froidement la cruauté de la scène où tout le monde dans le fief avait été tué et les corps brûlés pour effacer les traces, mais ils s'en fichaient, considérant qu'ils ne faisaient que leur travail pour obtenir de l'or pendant que les flammes dévoraient les bâtiments du fief derrière eux. Finalement, un mercenaire s'avança pour informer son chef, Sir Karimov, qu'ils avaient fini de nettoyer, lui présentant la bague du sceau de la famille Brie comme preuve de l'extermination de la famille. Karimov saisit la bague du sceau de la famille Brie dans sa main et l'écrasa avec force, exprimant sa profonde déception car le baron Brie n'avait résisté qu'à 2 de ses attaques malgré les grandes attentes qu'il avait fondées sur des rumeurs affirmant qu'il avait tué 300 soldats à lui seul, le décrivant comme ne méritant même pas d'être une poupée pour s'amuser. Karimov se vanta de son identité en tant qu'épée du Saint-Empire, envoyé de l'empereur et collecteur de sceaux, émettant un décret pour punir tous les nobles corrompus selon la volonté de l'empereur. Karimov a promis à ses soldats et aux fidèles de l'empereur de l'or et un honneur infini, leur ordonnant de tuer, voler et brûler tout sans pitié, définissant clairement leur prochaine destination vers le territoire d'Aï. Pendant ce temps, Johann rêvait d'une scène où 2 chevaliers se battaient, et l'un d'eux dans le rêve parait les attaques de l'autre avec une facilité totale. Puis le chevalier en armure dorée répond par une attaque coupant la tête de l'autre chevalier. Puis il voit dans son rêve la tête tranchée du chevalier et réalise avec un choc silencieux que la tête qu'il voit est sa propre tête. Johann se réveilla dans sa chambre terrifié et en sueur, se demandant si ce qu'il avait vu n'était qu'un rêve. Le même cauchemar le hantait depuis des jours depuis qu'il avait vu le loup noir. Il se souvenait du discours du prêtre expliquant que le loup noir est connu depuis les temps anciens comme un mauvais présage, où les prêtres considèrent son existence même comme un mauvais signe apportant le sang et la mort. Il posa sa main sur son visage en se rappelant anxieusement la description du loup par le prêtre comme la marque de la mort. Il essaya de bannir ses pensées avec un rire nerveux, se convainquant qu'il ne s'agissait que de superstitions et de mythes comme l'a dit le prêtre, s'assurant qu'il n'avait rien fait de mal au loup. Mais il se figea soudainement lorsqu'il se souvint avoir jeté une très grosse pierre sur lui. Il décida de chasser ses obsessions de sa tête et d'aller s'entraîner au lieu de penser inutilement. Alors que Johann frappait un tronc d'arbre dans la forêt au coucher du soleil, une voix familière l'interrompit en l'appelant enfant inutile. Ses 2 frères, 2e et 3e en rang, apparurent se moquant de lui rappelant l'avertissement de leur père de ne pas attirer l'attention s'il voulait rester en vie. Ils continuèrent à se moquer de son audace d'agir comme un dur malgré avoir été battu auparavant, le décrivant comme un chien qui aboie mais ne mord pas, rabaissant son entraînement à couper du bois. Les frères se moquaient de l'idée qu'un vaurien comme lui ait un réel pouvoir, considérant que casser du bois de chauffage n'était qu'une astuce bon marché. Quand ils se sont souvenus de ce qu'il avait dit à propos de rejoindre la garde, ils éclatèrent de rire, affirmant que leur père ne nommerait jamais des ordures comme lui. Alors qu'il dirigeait un léger coup de poing vers l'arbre, l'un d'eux continua à menacer que leur père ne l'utiliserait que pour lui fracasser le crâne et le donner à manger aux cochons, mais soudain, des bruits de fracas violents retentirent et des éclats volèrent alors que son coup de poing causait une destruction massive au tronc d'arbre, qui frappa les frères avec choc et terreur, faisant saillir leurs yeux de leurs orbites. Il se tourna vers eux avec un sourire terrifiant et des veines éclatant sur son corps musclé, leur demandant de s'approcher et de répéter ce qu'il venait de dire. Les frères reculèrent dans une peur extrême et s'enfuirent en criant qu'ils diraient tout à leur père. Il les regarda avec désespoir, les décrivant comme des imbéciles pathétiques vivant sans la moindre pensée ni souci sur la façon d'assurer leur avenir et leurs moyens de subsistance. Il se décida à ignorer les autres et à se concentrer uniquement sur son entraînement, mais il entendit soudain la voix d'une autre personne reconnaissant que ce que son frère avait dit était la vérité exacte. Son frère Philippe apparut confirmant clairement que leur père n'avait pas l'intention de le nommer à aucun poste, ce que Johann attendait à l'avance, considérant que ne pas le tuer était le maximum qu'il pouvait espérer. Quand Philippe lui a demandé sa déception, il a répondu de manière réaliste qu'il trouverait un autre moyen de gagner sa vie. Philippe le surprit en disant que le père le craignait réellement, expliquant que sa grande force représente une menace pour lui. Le père veut des enfants obéissants, alors qu'il insiste pour vivre selon ses propres principes, faisant croire au père que son fils lui arrachera un jour la souveraineté par la force comme il l'a fait avec leur grand-père, ce que Johann considérait comme de simples absurdités. Philippe ordonna à un serviteur d'apporter quelque chose, révélant un manteau simple et une longue épée d'origine inconnue. En plus d'une cuirasse de rechange, indiquant qu'il connaissait l'ancien désir de son frère de posséder cet équipement,
Philippe confirma qu'il diffère de son père et n'est pas assez fou pour écarter une personne compétente, promettant qu'il le nommerait capitaine de la garde une fois qu'il héritera du règne. Philippe conseilla à son frère de continuer à s'entraîner et de ne pas causer de problèmes d'ici là, alors il répondit en grommelant qu'il n'est jamais celui qui commence les problèmes. Philippe quitta l'endroit en levant son doigt en signe qu'il s'oppose à ses paroles, laissant Johann seul contemplant l'armure, réalisant avec choc que c'était la même armure qu'il avait vue dans ses cauchemars. Il se demanda avec terreur si le porteur le conduirait à la même mort qu'il avait vue dans le rêve, mais il ressentit une étrange intuition qu'il était capable de surmonter ce sort malgré le manque de preuves et décida qu'il aurait besoin de cet équipement pour gagner quel que soit le prix. La scène se déplaça vers la taverne où certains niaient l'histoire de Johann, mais l'un d'eux insista sur sa validité, affirmant épiquement qu'il avait tué 50 loups et laissé le butin par fierté, ne se battant que pour sauver Dal. Tout le monde était d'accord sur sa noblesse en le comparant à son père, Gessen, qu'ils ont décrit comme un cochon ivre et ont même souhaité qu'il ait coupé la tête de son père dans ce duel. La voix de Robert l'interrompit en offrant d'acheter des boissons pour tout le monde, et quand une personne masquée lui demanda la raison, il la justifia comme une célébration du fait que Johann ait sauvé sa fille. L'un des convives fut surpris et demanda à l'étranger son identité puisqu'il était un nouveau visage dans la région, ce à quoi l'étranger répondit avec un rire sarcastique effrayant, commentant leur audace d'insulter ouvertement leur dirigeant devant un étranger. L'étranger s'assit dans la taverne se demandant avec étonnement l'audace du jeune homme et des villageois qui ne montrent aucune crainte. L'étranger se tourna avec un sourire narquois vers l'un des hommes, exprimant son vif intérêt pour l'histoire qu'il venait de raconter, et lui demanda avec enthousiasme de lui en dire plus sur Johann Etz, ce qui suscita la suspicion et la peur de l'homme. Pendant ce temps, Johann marchait seul la nuit en fredonnant joyeusement, rêvant de son brillant avenir en tant que capitaine de la garde une fois que son frère Philippe prendrait le pouvoir. Il sentait que son chemin d'or avait enfin commencé et commença à reconsidérer son évaluation de son frère, le considérant comme quelqu'un de fiable. Soudain, il aperçut quelqu'un allongé sur le sol, pensa qu'il était ivre, et décida de ne pas l'ignorer par sa responsabilité en tant que futur capitaine de la garde. Il s'approcha de l'homme avec un sourire amical, le mettant en garde contre le fait de dormir à l'air libre de peur du froid, et proposa de l'aider à le ramener chez lui, mais l'homme ne répondit pas. Soudain, il remarqua quelque chose de froid brillant placé contre son cou, et soudain un sentiment de danger le submergea, et il se demanda avec choc ce qui se passait. Dans un moment fugace, l'homme attaqua avec un poignard, mais Johann ne put voir l'attaque, se demandant avec panique l'identité de l'attaquant et s'il était un tueur à gages envoyé par son père. Il exclut l'idée que son père soit derrière l'attaque car il serait venu le tuer lui-même, puis se demanda avec terreur si sa belle-mère était la coupable, excluant également l'implication de son frère. Il réalisa qu'il ne pouvait pas deviner qui l'avait envoyé, alors il cria en demandant à l'attaquant ce qu'il voulait. Il pensa que c'était une question d'argent, alors il offrit à l'attaquant tout ce qu'il possédait en échange de sa libération, même s'il n'avait pas un sou en réalité. L'attaquant répondit froidement qu'il avait assez d'argent, augmentant sa confusion et sa terreur quant au véritable motif. L'attaquant s'arrêta soudainement, s'adressant à lui par son nom complet et déclarant qu'il allait lui poser une question. L'attaquant menaça de le massacrer immédiatement s'il n'aimait pas la réponse. Johann resta stupéfait par l'étrangeté de la situation, se demandant quelle était la folie de cette personne qui menaçait sa vie puis posait une question. Il essaya de se composer, invoquant son expérience passée dans les entretiens d'embauche, décidant de répondre parfaitement pour sauver sa vie. L'attaquant annonça le début de l'entretien avec un sourire effrayant, et le jeune homme se prépara à la confrontation. L'attaquant surprit Johann avec un commentaire étrange, pointant son physique fort qui ne ressemblait pas à son père cochon, demandant avec suspicion s'il était vraiment le fils de Gessen. Il se figea de choc et de confusion, incapable de croire que c'était la question qui déterminait son sort. Il maudit sa chance en pensant à la réponse appropriée, puis balbutia en disant que parfois un lion pouvait naître d'une lignée de porcs. Un silence pesant s'installa où l'attaquant ne montra aucune réaction, lui faisant penser qu'il avait mal répondu et qu'il allait mourir. Soudain, l'attaquant éclata d'un rire hystérique bruyant, déclarant son intense admiration pour la réponse, mais il refusa la demande de Johann de le libérer. Avec un regard démoniaque, l'attaquant lui annonça qu'il était désormais sa propriété. Il resta abasourdi, ne comprenant pas le sens de ces mots. Il s'avéra que cet homme était Kigal, le plus grand assassin de l'Empire et maître des poisons de la guilde Nessu. Il perfectionna ses compétences à l'épée grâce à d'innombrables assassinats, et parce que ses mouvements ressemblaient à un serpent, il fut plus tard connu sous le nom de vipère venimeuse. Kigal souffrait d'un problème difficile, n'ayant pas réussi à trouver un successeur digne d'hériter de ses compétences uniques d'escrime. Malgré ses recherches exhaustives partout, même au sein de la guilde des assassins elle-même, il ne trouva que des insectes sans valeur, dépourvus des qualifications pour lui succéder. Il se souvenait des moments où il regardait des stagiaires tomber devant lui, ou peu montrer du potentiel, mais il refusait catégoriquement d'apprendre les compétences d'assassin, préférant une mort honorable plutôt que de salir leur réputation. Kigal avait tué plus de 30 héritiers de familles de chevaliers nobles qui avaient choisi la mort au nom de l'honneur plutôt que d'accepter sa formation.
Parce qu'il perdait patience et sentait que le temps était compté dans sa recherche d'un successeur, il décida de rendre visite à la sorcière de l'Empire pour lui demander de l'aide. La sorcière accueillit la vipère venimeuse qui accorde une mort paisible à tous et lui révéla que l'élève qu'il cherche réside au château d'Eth, un petit fief rural oublié, et est l'un des fils de son dirigeant ivre et lubrique. Kigal se moqua de la prophétie, décrivant le château d'Eth comme un endroit sale et arriéré, sous-estimant l'idée que son successeur s'y trouve, notant qu'une pièce d'or suffit à acheter la moitié de cette terre. Mais la sorcière rit avec assurance et lui offrit de lui rendre son argent si sa prophétie mentait. Malgré son doute et son inquiétude quant au vol de la pièce par la sorcière, il décida de la croire en dernier recours. Kigal voulait croire la sorcière parce qu'il avait perdu de longues années à chercher et qu'il ne lui restait plus de temps. Cependant, lorsqu'il posa le pied sur la terre du fief d'Eth, le doute le saisit à nouveau fortement, se demandant si la personne digne de lui succéder existait vraiment dans cet endroit misérable et décida en lui-même de tuer le garçon immédiatement s'il ne l'aimait pas. Revenant au moment présent, Kigal se présenta à Johan comme le maître de la guilde de Nessu, déclarant strictement qu'il n'avait plus de temps à perdre et qu'il deviendrait son successeur. Puis il lui donna 2 choix sans troisième, la mort entre ses mains maintenant ou l'apprentissage de ses compétences en escrime. Johan resta stupéfait, ne comprenant pas la situation, et lui demanda en balbutiant le montant qu'il devait payer pour acquérir ses compétences. Kigal se mit en colère en expliquant qu'il n'accepterait pas d'argent, augmentant son étonnement car il ne croyait pas qu'un maître de guilde de cette compétence lui enseignerait gratuitement. Il se réjouit grandement en considérant que c'était le jackpot et demanda à Kigal avec empressement pourquoi il avait mis si longtemps, l'appelant maître, exprimant qu'il attendait quelqu'un comme lui toute sa vie. Kigal avertit son élève que ses compétences étaient des compétences d'assassin, et que les apprendre le marquerait de honte et ferait de lui une tache dans l'histoire de toute famille de chevaliers, l'exposant au mépris toute sa vie. Mais Johan l'interrompit avec un cri désespéré, affirmant qu'il ne se souciait pas du tout de l'honneur ou de la honte, le suppliant de lui enseigner. Kigal accepta, surpris par ce nouveau type d'enfant. Johan saisit immédiatement l'occasion et demanda à son nouveau maître s'il lui donnerait une allocation, lui rappelant sa richesse et son besoin désespéré d'argent à un tel âge. Kigal le regarda avec étonnement, réalisant que ce garçon était quelque chose d'entièrement différent. Au château d'Eth, Lord Gessen annonça la fin de l'inspection et son intention de sortir pendant un moment, faisant ses adieux à sa femme. Le fils aîné et sa belle-mère confirmèrent qu'ils s'occuperaient du château en son absence, mais une fois qu'il fut parti, ils échangèrent des regards significatifs. La femme murmura avec malice que le château serait sien, peu importe la résistance de Philippe, tandis qu'il railla en secret en lui assurant que le prochain dirigeant ne serait autre que Philippette. Le seigneur cria avec colère à son fils aîné et à sa femme, exprimant qu'il en avait assez de leur chamaillerie constante toute la journée, leur donnant la permission de faire ce qu'ils voulaient, puis partit. Philippe demanda à son père comment agir concernant Johan qui n'était pas encore revenu, mais le père cria fort, appelant son fils par son nom, lui faisant peur. Le père répondit avec indifférence et cruauté, considérant que la mort de ce faible ne signifiait rien pour lui, leur ordonnant de ne pas perdre son temps à parler de lui. Philippe s'excusa auprès de son père en affirmant qu'il comprenait, mais une fois que le père fut parti, ses traits changèrent complètement, et il commença à s'interroger avec inquiétude et confusion sur le lieu où se trouvait son frère et ce qu'il faisait maintenant. Dans la forêt près du château, Kigal décida de tester les compétences de Johan. Le jeune homme demanda à emprunter une épée en expliquant timidement qu'il cassait beaucoup d'épées, alors le maître accepta. Kigal fut surpris par ses propos sur la façon dont il cassait les épées, le décrivant comme un enfant imprudent qu'il n'aimait pas du tout. Quand Johan prit une position de combat, Kigal se demanda si ce garçon était vraiment le fils d'une famille de chevaliers, décidant de le tuer immédiatement à cause de sa position étrange. L'élève demanda s'il était obligé d'utiliser des techniques d'épée ou s'il pouvait se battre librement, alors Kigal lui permit de se battre comme il le souhaitait. Johan sourit sournoisement quand il fut autorisé à utiliser ses poings ou des pierres ou quoi que ce soit d'autre car cela ne changerait pas le résultat. Il attaqua soudainement et utilisa son poing pour casser facilement son épée grâce à la force de l'impact avec l'épée de Kigal. Et à ce moment, le maître réalisa l'erreur de ses doutes. Et tout en le regardant avec stupéfaction, il finit par admettre l'immense force du garçon. Kigal fut surpris par la pression de l'air résultant du coup de poing de Johan, réalisant que si ce coup de poing l'atteignait, ses os et ses muscles seraient brisés. Comparant la force du garçon à celle d'un lion, et non à celle d'un humain, mais il décida de se battre sérieusement en utilisant une technique de combat ressemblant à celle d'un serpent, et Johan s'émerveilla des mouvements étranges et inattendus du maître. Il essaya de bloquer l'attaque, mais l'attaque changea de trajectoire comme un serpent, le frappant au visage, et il tomba au sol en criant de douleur. Kigal dit qu'il avait réussi à le frapper avec le plat de l'épée, mais fut stupéfait parce que le garçon ne perdit pas conscience malgré la force du coup, le décrivant comme ridicule. Kigal loua son élève, affirmant que s'il était né il y a 1000 ans, il serait un héros légendaire. Johan le remercia, mais le maître ajouta un avertissement concernant une faiblesse fatale qu'il avait. Il déclara strictement qu'il mourrait inévitablement s'il continuait ainsi, suscitant son choc et sa confusion car il n'en comprenait pas le sens.
Kigal avertit strictement ses élèves que son incapacité à contrôler sa force excessive serait la cause directe de sa disparition, mais il dénonça ses propos, rejetant l'idée d'être assez stupide pour causer sa propre mort. Ne croyant pas cette possibilité, le maître lui demanda d'attaquer à nouveau s'il était confiant, puis lui offrit un marché tentant pour lui donner de l'or s'il pouvait casser l'épée du maître au lieu de la sienne. En entendant le mot or, les traits de Johan changèrent complètement et ses yeux brillèrent de cupidité. Son hésitation se transforma en un enthousiasme sans pareil, et il promit à son maître de remplir immédiatement la condition. Il se précipita à une vitesse prodigieuse vers le maître pour attaquer, et le bruit d'un fort choc d'épée retentit dans l'endroit. Mais le résultat fut décevant car son épée se brisa à nouveau et ses fragments volèrent dans son visage, le faisant crier de douleur. Il se rappela amèrement que cette situation correspondait exactement à ce qui lui était arrivé lors du duel avec son père. Kigal expliqua à son élève que le problème n'était pas l'épée, mais sa force incontrôlée, soulignant la nécessité d'apprendre à la contrôler, sinon la mort serait son destin. Kigal lui lança un morceau de la lame d'épée brisée, expliquant que briser des choses est facile pour les maîtres d'épée, mais la difficulté réside dans le contrôle. Johan comprit enfin qu'il devait apprendre à maîtriser sa force pour éviter la mort et réaliser son rêve de devenir capitaine de la garde du 8e. Capitaine. Le maître lui dit que s'il apprenait à maîtriser sa force, il pourrait faire des choses incroyables. En un clin d'œil, Kigal dirigea un coup rapide sur Johan. Il fut stupéfait lorsqu'il vit son armure métallique glisser en deux avec un seul coup net. Ce qui augmenta son étonnement, c'est que le maître utilisa seulement le fourreau de l'épée, pas la lame, expliquant que le contrôle de la puissance lui permet de couper n'importe quoi, même sans lame tranchante. Kigal sourit en disant qu'il ne pouvait pas imaginer l'étendue du pouvoir que son élève atteindrait en maîtrisant ce contrôle. Le maître annonça la fin des discussions et le début d'un entraînement sérieux. Quand Johan demanda avec anxiété s'il allait mourir, Kigal confirma que l'entraînement serait éreintant et pourrait réellement entraîner la mort. Lui demandant s'il était prêt, il répondit avec un grand enthousiasme par l'affirmative. La scène se déplaça vers le paisible village du château où Johan apparut avec un visage enflé et des signes évidents de coups dus à un entraînement difficile. Il se parlait à lui-même de la difficulté de contrôler sa force, notant qu'il avait finalement appris à ne pas casser son épée, mais aspirait à apprendre le véritable maniement de l'épée. Soudain, une agitation attira son attention, et il vit un groupe d'étrangers qu'il pensait être des elfes à cause de leur apparence. Il a crié sur le chef de groupe, demandant pourquoi il restait là. Le chef de groupe lui a ordonné de partir immédiatement car la zone était interdite. Johan a répondu sèchement, n'aimant pas qu'un étranger lui donne des ordres. Le chef a ri avec arrogance, se présentant comme appartenant aux mercenaires directs de l'empereur. Il a révélé qu'ils étaient la célèbre escouade des loups d'Aquitaine. Au lieu de la peur, Johan a crié d'étonnement et de joie, demandant des informations sur les salaires des mercenaires parce qu'il voulait un travail comme le leur. Un garde a demandé sarcastiquement s'il voulait vraiment devenir un mercenaire comme eux, expliquant en se moquant que ce qu'ils gagnent en une mission n'est rien comparé au salaire d'un capitaine de la garde. Il a révélé qu'ils obtenaient 2 pièces d'or par mission, ce qui l'a frappé d'un extrême étonnement. Le garde a averti Johan que son physique fort faisait de lui une cible plus grosse, soulignant que la compétence est le plus important dans leur travail, ce avec quoi il était d'accord. Alors qu'il se noyait dans ses rêves, pensant à changer de carrière pour obtenir l'or qu'il n'avait jamais vu de sa vie, il se demandait sérieusement si travailler comme mercenaire était mieux que le poste de capitaine de la garde. Pendant ce temps, Karimov et son groupe sont arrivés à l'intérieur du château, mais soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. La main de Johan bougea involontairement en tentant de dégainer son épée, ce qui provoqua un choc et une confusion extrême. Le passeur accompagnant Karamov a remarqué son mouvement, criant de colère considérant son comportement comme le comble de l'insolence, menaçant de lui couper immédiatement la tête pour avoir osé essayer de dégainer son épée devant son maître. Karamov est intervenu pour calmer le passeur, Jin, et lui a demandé calmement son identité. Johan a bégayé en suant, se présentant comme un membre de la famille Hitz. Alors Karamov a révélé son identité comme chevalier de la garde impériale. Johan fut de nouveau surpris quand il trouva sa main sur la poignée de son épée inconsciemment. Un sentiment terrifiant le submergea, qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, même face au loup noir ou à son père. Il a décrit ce sentiment comme l'intention de tuer émanant de Karamov étant suffocante, comme une proie se tenant impuissante devant un prédateur invincible. Il lui a ordonné de s'écarter car il bloquait le chemin. Il sentit son cœur battre sauvagement à cause de la peur et de la tension. Un soldat s'est moqué de sa peur évidente, et un autre soldat l'a décrit comme un lâche. Puis il l'a averti d'un ton sarcastique de faire attention la prochaine fois, doutant qu'il y aurait une prochaine fois pour lui. Jin a demandé à son maître s'il était juste de le laisser en vie, mais Karamov a répondu qu'il ne voulait pas faire de scène par une si belle journée. Il est entré dans le château et a murmuré quelque chose de mystérieux que l'horreur de se déplacer n'avait pas encore commencé. Johan se demandait avec confusion pourquoi un chevalier impérial se trouvait dans un endroit si éloigné. Soudain, Philippe apparut se précipitant pour recevoir le grand invité. Il a accueilli Karamov se présentant comme le prochain seigneur de la famille Hetz et lui a demandé avec empressement la raison de sa visite.
La belle-mère a exprimé son intense admiration pour Karamov, le décrivant comme incroyablement beau et a présenté son fils John comme le véritable héritier du Seigneur, ignorant complètement Philippe. Elle a continué à flirter avec Karamov, exprimant des regrets pour son mariage précoce, et lui a offert l'entrée du château intérieur. Karamov ne lui a pas répondu, mais elle a essayé d'attirer son attention à nouveau, mais il l'a complètement ignorée. Au lieu de cela, il a demandé brusquement et sérieusement où se trouvait Gessen. Philippe s'est opposé à ce qu'on s'adresse à son père sans titre, considérant cela comme inapproprié quel que soit le statut. Mais la belle-mère l'a interrompu à nouveau, défendant Karamov comme le plus grand chevalier de l'Empire ayant le droit de s'adresser à qui il voulait, et a annoncé en tant que dame de la maison qu'elle s'occuperait de sa réception, laissant entendre à Philippe de ne pas s'y opposer. Philippe a regardé avec malice sa belle-mère, la décrivant comme rusée pour avoir essayé de saisir l'opportunité de nommer son fils, John, héritier du château. Mais Karamov les interrompit avec un cri retentissant leur ordonnant de se taire. Il a chassé tout le monde brutalement leur ordonnant de lui apporter de l'alcool au lieu de leur bavardage. Puis il a annoncé froidement qu'il attendrait à l'intérieur du château jusqu'à l'arrivée de Gessen. Dans la forêt sombre, Johann balançait son épée avec une force immense créant une grande pression d'air. Et pendant le combat, il s'est souvenu de l'aura dangereuse qu'il avait ressentie lorsqu'il avait rencontré Karamov. Kigal l'a regardé silencieusement pendant un moment avant de lui crier soudainement en le traitant d'idiot pour manque de concentration, lui lançant des poignards. Il a bloqué les poignards avec grande difficulté en gémissant, ayant subi une légère coupure au cou et apparaissant extrêmement tendu. Kigal a réprimandé ses élèves en disant que si le poignard était empoisonné, il serait mort, demandant la raison de sa distraction. Johann a admis que quelque chose l'inquiétait au sujet des chevaliers se disant la garde personnelle de l'empereur. Il trouvait illogique qu'il ferme les portes et contrôle les entrées et les sorties dans le fief d'Aï de cette façon. Kigal a répondu froidement en demandant ce qu'il pouvait y faire, que ce soit suspect ou non. Kigal a expliqué que Karamov est le chevalier direct de l'empereur, le guerrier le plus fort du continent, et son armure elle-même est légendaire. Johann a demandé avec curiosité si Karamov était plus fort que son maître. Kigal a admis sérieusement que s'il était forcé de l'affronter, il tournerait le dos et s'enfuirait sans hésitation. Kigal a frappé son élève à la tête pour le faire taire, affirmant que les résultats du combat sont inconnus tant qu'on ne s'est pas battu. Puis il l'a réprimandé sévèrement, le décrivant comme un enfant à moitié intelligent qui s'inquiète des autres alors qu'il est incapable de contrôler sa propre force ou de maîtriser l'escrime de base. Johann a repris sa concentration et a tenu l'épée sérieusement en annonçant qu'il était prêt à essayer. Le maître a soupiré et lui a fait signe d'attaquer. Johann s'est précipité en attaquant avec puissance, et la voix du maître a retenti en lui demandant de répéter. Les attaques ont continué avec Kigal criant à nouveau à chaque fois. Il a commencé à se demander avec confusion pourquoi ces attaques ne réussissaient pas. Il a remarqué que le maître utilisait seulement le fourreau de l'épée, pas la lame, et pourtant il ne pouvait pas le couper. Kigal a expliqué que le secret réside dans le flux de puissance. Il a conseillé à son élève de ne pas agiter l'épée aveuglément, mais de transférer le flux de puissance et de le concentrer à la pointe de l'épée. Alors que Johann agitait son épée, il a lentement commencé à saisir le sens du contrôle de la puissance. Kigal a immédiatement remarqué le changement alors que le son étouffé de l'épée de son élève devenait aigu. Johann a exécuté un coup puissant différent des précédents. À ce moment-là, il était certain que s'il combinait tout ce qu'il avait appris avec la bonne quantité de puissance, il réussirait. Kigal a soudain ressenti une peur intense décrivant la situation comme dangereuse. En un instant, il a trouvé son épée coupée sans réaliser ce qui s'était passé. Johann est resté stupéfait, regardant l'épée coupée de son maître avec incrédulité, puis a crié avec une joie débordante déclarant son succès dans la tâche et sa pleine compréhension du sentiment requis, considérant cela très facile. Mais Kigal a minimisé cette réussite, considérant qu'il s'agissait juste d'un coup de chance. Johann a été surpris par la réaction de son maître. Et quand il l'a appelé, il a répondu affirmativement avec innocence. Kigal a annoncé très sérieusement qu'il n'y irait pas doucement cette fois, le défiant d'attaquer à nouveau. Johann a montré ses crocs et a montré une attaque terrifiante de serpent, semant la terreur chez le maître. Il a réussi à faire tomber Kigal au sol. Il a continué à sauter de joie parce qu'il avait réussi son attaque à nouveau. Kigal se demandait avec confusion quel était ce garçon, lui ayant enseigné seulement le contrôle de la puissance, et pourtant il a réussi à utiliser la technique secrète de l'épée, la langue de serpent, assez librement. Le maître était stupéfait par la capacité de son élève à saisir une technique qu'il avait vue en un rapide coup d'œil lors de leur première rencontre. Et encore plus, en l'exécutant avec une compétence dépassant le maître lui-même, l'expérience du vieil assassin a révélé à son propriétaire une vérité terrifiante selon laquelle, à moins qu'un miracle ne se produise, Johann était déjà devenu un adversaire qu'il ne pouvait pas vaincre. Kigal a murmuré avec étonnement le décrivant comme un enfant ridicule alors qu'il sautait de joie ayant appris la technique et sécurisé son gagne-pain. Soudain, Kigal a annoncé que son enseignement était terminé, et qu'il partirait au lever du soleil. Johann a été surpris et a demandé avec désapprobation, notant qu'il n'avait appris que les bases de l'épée, mais le maître lui a assuré qu'il possédait déjà tout ce dont il avait besoin.
Kigal a admis à contre-cœur qu'il était devenu plus fort que lui en moins d'une semaine. Kigal a exprimé sa satisfaction tant que ses compétences d'épée ne périraient pas et continueraient à travers lui conseillant de vivre sa vie comme il le souhaitait. Puis il l'a félicité en disant qu'il avait travaillé dur tout au long de l'entraînement. Yohan l'a remercié sincèrement, lui demandant si son départ était dû au fait qu'il était un assassin. Kigal a nié cela, expliquant que c'était sa nature de ne pas rester longtemps au même endroit. Yohan saisit l'occasion de demander à son maître des signes inquiétants concernant le loup noir. Il lui raconta son rêve où il se voyait décapité après avoir vu le loup et comment il pensait que Kigal était le mauvais présage lorsqu'il a tenté de le tuer au début. Kigal répondit que s'il l'avait réellement tué, il serait le présage, expliquant que la malchance ne se présente pas sous une forme spécifique fixe. Avant de partir, Kigal offrit un dernier conseil à son élève. Il lui conseilla de trouver d'abord une arme adaptée à son immense puissance, soulignant son besoin d'acier d'anneau au moins pour résister à sa force, ce qui suscita sa question sur cet acier. Kigal expliqua que l'acier d'anneau est un métal infusé de magie que l'on ne trouve que sous forme de relique légendaire. Il ajouta que sa méthode de fabrication est perdue et qu'il ne peut être extrait que d'anciennes ruines, ce qui rend les armes fabriquées à partir de celui-ci extrêmement rares et qu'il n'en existe que quelques-unes dans le monde. Yohan se moqua de l'idée de ne pas pouvoir s'offrir une arme en acier d'anneau même en économisant toute sa vie, en voulant à son maître de recommander une arme qu'on ne peut de toute façon pas acheter avec de l'argent. Mais Kigal expliqua sèchement qu'il ne voulait pas dire acheter l'arme, mais trouver une arme adaptée à sa situation actuelle. Il doutait des intentions de son maître, l'accusant de cacher ses véritables motifs d'assassin, provoquant la colère de Kigal qui le gronda pour avoir tout lié à sa profession. Puis il montra la couleur inhabituelle de l'arme pour l'acier d'anneau. Kigal avertit strictement ses élèves en disant que s'il voyait quelqu'un porter une armure d'anneau, même de loin, il fallait fuir sans se retourner. Il ajouta un autre conseil essentiel. Si tu ne connais pas tes limites, tu ne vivras pas longtemps, ce qu'il promit de garder à l'esprit. Après que Kigal ait fini ses conseils, Yohan lui demanda s'il allait partir maintenant. Le maître lui demanda de graver ses prochains mots dans ses os. Il lui conseilla de ne pas combattre les adversaires qu'il ne pouvait pas vaincre et de fuir si la situation était dangereuse. Mais s'il était forcé de se battre, il devait utiliser tous les moyens nécessaires et tuer sans hésitation. Kigal lui assura que s'il suivait cette règle, il ne mourrait probablement pas. Il le regarda sérieusement et lui demanda de ne pas mourir. Yohan se rappela les paroles de son maître après son départ, fuir si la situation était dangereuse et tuer s'il ne pouvait pas éviter de se battre et toujours essayer de survivre. Il lui promit de se souvenir de ces mots. Au château d'Eth, Madame Ed demanda à Karamov si l'alcool était à son goût. Karamov jeta la tasse avec dégoût en disant qu'elle avait le goût de pisse pourrie et ordonna de l'enlever. La belle-mère essaya de sauver la situation avec coquetterie, considérant que casser la tasse était un acte coûteux, et lui demanda s'il ne l'aimait pas. La femme se lamenta en disant que le meilleur alcool était dans la chambre du seigneur Gessen. Elle suggéra hardiment à Karimov, fatigué de son voyage, de s'installer dans une chambre confortable au lieu de rester dans le hall. Elle lui assura que la chambre du seigneur était très confortable et ne le décevrait pas. Elle s'approcha de lui en murmurant d'un ton séducteur qu'ils étaient seuls et qu'ils pouvaient passer un merveilleux moment ensemble, lui demandant s'il était d'accord. Mais Karimov répondit avec une froideur mortelle, lui ordonnant de dégager de son visage. La femme essaya de garder son sang-froid malgré l'insulte, lui rappelant le peu de temps disponible et demanda la permission de commencer à le recevoir, notant que le seigneur reviendrait tard. Soudain, l'œil de Karamov lança un terrifiant éclat rouge. Il murmura avec ennui qu'il était fatigué de la situation, puis il annonça sa décision de commencer à s'amuser. Karamov serra le cou de Madame X, décrivant le massacre comme ce divertissement connu sous le nom de meurtre. Philippe regarda la scène avec choc, essayant de ne faire aucun bruit, pour que Karamov ne le trouve pas. Dehors, Yohan atteignit la périphérie du village pour être surpris par une scène horrible. Il vit des flammes dévorer tout le village et se figea sous le choc en se demandant avec étonnement pourquoi le village brûlait. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.